Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler du potager sous son plus bel aspect, mais au contraire du potager qui peut parfois être source de contamination, de maladies pour nous. Le jardinier, figurez-vous que c'est ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. J'ai attrapé ce qu'on appelle la toxoplasmose, c'est un parasite qui est présent dans le sol du potager à cause d'excréments d'animaux sauvages. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, tout ça m'a vachement interpellé. Je me suis dit que finalement le potager c'était pas si innocent que ça, que peut-être parfois il fallait prendre des précautions. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà les différentes sources de contamination, les différents risques. On va parler des excréments d'animaux sauvages, de l'apport de fumier frais, de l'utilisation d'eau de récupération d'eau de pluie, du compost aussi de toilettes sèches. Vous savez, nos propres excréments, on les composte parfois. Il va falloir faire très attention. Et puis on parlera par la suite des gestes barrières qui permettent vraiment de prendre un minimum, on va dire, de précautions pour continuer de jardiner avec tout le plaisir que je vous montre sur la chaîne depuis toutes ces années. Donc on va commencer donc par la première situation, celle qui m'est arrivée, ce sont avec les excréments d'animaux sauvages et on va commencer donc avec les excréments de chats. Ils sont parfois porteurs donc d'un parasite qu'on appelle le toxoplasme et quand ils vont faire leurs excréments, eh bien parfois au potager, ils vont y laisser des œufs, ces excréments vont laisser des œufs qui peuvent résister plusieurs semaines, plusieurs mois et comme eh bien le potager, comme ici en tout cas c'est souvent une terre meuble, humide pour les chats, c'est une véritable litière en fait. Moi j'en ai pas de chat mais j'ai les chats des voisins du quartier qui se baladent et donc je peux avoir ce risque de contamination. Alors heureusement la toxoplasmose c'est une maladie qui n'est pas dangereuse, souvent d'ailleurs elle est asymptomatique, mais moi je me suis retrouvé avec une légère fatigue, avec des ganglions aussi au cou, c'est vraiment ça qui m'a alerté et c'est pourquoi j'ai fait un bilan sanguin et que j'ai eu ce diagnostic. Donc première source de contamination, si vous avez des chats, ils peuvent donc souiller, contaminer le potager et si vous avez un sol qui est un petit peu humide, on a des parasites qui peuvent y rester plusieurs semaines, plusieurs mois. Autre situation un petit peu plus dangereuse mais avec un risque qui est quand même plus faible, beaucoup moins fréquent, ça va être avec les rongeurs. Et ça moi aussi c'est une situation qui me concerne, je vous l'avais montré les saisons dernières. Je sais que j'ai des rats, des souris qui se baladent au potager, j'ai même des rongeurs qui grimpent le long de mes tuteurs à tomates et qui vont manger, grignoter directement mes tomates. Et là on peut aussi avoir un risque avec une bactérie qu'on appelle la leptospirose. C'est une maladie qui dans 90% des cas reste peu dangereuse, mais qui parfois peut provoquer des surinfections assez graves qui vont atteindre le foie, qui vont atteindre les reins, qui vont atteindre le cœur, donc autant éviter ce souci-là. Alors, cette bactérie, elle a besoin d'humidité, mais ça peut être le cas donc quand on a une tomate par exemple qui est rongée, pour peu que le rat se décide d'uriner au même endroit, si par la suite on va croquer cette tomate, on peut se retrouver donc avec ce petit risque d'avoir la leptospirose. Et puis par contre, concernant des fruits qui sont intacts, là le risque est très faible parce que cette bactérie a besoin d'humidité et sitôt qu'elle est exposée à la chaleur, dans un environnement sec, ce qui est le cas sur la surface de nos fruits et légumes, eh bien, elle ne va pas survivre. Je passe ensuite à l'apport des fumiers frais. Alors là-dessus, c'est un sujet d'ailleurs très intéressant. Moi, je vous l'ai montré sur la chaîne. Il m'est arrivé de faire des apports de fumier frais, notamment du fumier frais de cheval, parce que je sais à quel point c'est intéressant pour relancer la macrobiologie du sol, notamment les macro-organismes qui vont se régaler de ce fumier grossier. Mais attention, parce que ces fumiers frais peuvent parfois contenir des bactéries, des choses pas envieuses là aussi, Escherichia coli, Salmonelle, Listeria. Tout ça, il faut prendre des précautions et c'est ce que je vous ai d'ailleurs montré sur ma chaîne ces dernières années quand je l'utilise. Je prends deux précautions essentielles. Déjà, celle de l'utiliser sur des parcelles qui ne sont plus en culture, pour pas qu'il y ait de projections éventuelles, notamment sur des laitues par exemple. Donc l'utilisation de fumier frais se fait sur des parcelles qui sont vides. Et puis aussi, j'utilise toujours ce fumier à l'automne, en fin de saison, plusieurs mois avant que la parcelle soit remise en culture. Comme ça, ça laisse le temps justement à l'activité macrobiologique de dégommer ces éventuelles bactéries pour que tout soit assaini et qu'au printemps prochain, on puisse jardiner en toute quiétude. L'idéal, ce serait même d'avoir un compostage qu'on appelle à chaud. C'est ce que font les professionnels. Ils mettent le fumier en tas et vous avez le fumier qui fume d'ailleurs, il porte bien son nom. Et là, sitôt qu'il est monté en température à 50, 60, 70 degrés, en quelques heures, en fait, vous avez tous les éléments pathogènes qui sont morts, qui sont éliminés. Mais ce n'est pas le cas quand vous le mettez en petite épaisseur sur vos parcelles. Là, c'est ce qu'on appelle un compostage à froid. Et dans ces cas-là, plutôt que
plusieurs heures que quelques heures, il faudra plusieurs semaines, plusieurs mois pour être sûr d'avoir un fumier qui soit assaini et ne plus avoir de risque au potager. Donc attention avec les fumiers frais, sachant qu'il y a des fumiers plus ou moins à risque, hein. Je pense notamment au fumier de porc qui est vraiment le plus pathogène, il est très humide, il peut vraiment comporter des mauvaises bactéries, donc attention si vous en utilisez du frais, vraiment je vous le déconseille. Vient après le fumier de volaille, hein, pour ceux qui ont des poules par exemple, oui pour les mettre en automne, en hiver au potager, hein, ça va mettre des fientes fraîches, ça va laisser plusieurs mois ensuite pour qu'elles se décomposent, mais attention si vous utilisez des fientes fraîches que vous venez de récupérer, n'allez pas les mettre au pied de vos cultures que vous allez manger en cru parce qu'il peut y avoir un risque de contamination, et puis sinon vous passez donc par une phase de compostage. Moi en ce moment j'ai plus de poules, mais quand j'en avais, hein, je stockais ça dans mes composteurs. D'ailleurs c'est une des rares images où vous me voyez avec des gants, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des gestes barrières, je prenais des gants pour manipuler ce fumier frais de volaille. Donc voilà pour les fumiers. Si juste dire pour le fumier de cheval, moi c'est celui que j'utilise de façon quasiment monotone, unanime, hein, à 90%. Le fumier de cheval, dire quand même que dans 90% des cas, il est sain, hein, il n'y a pas de bactéries pathogènes, mais dans 10% des cas, on a des fumiers frais qui sont infectés par des souches pathogènes, notamment les Escherichia coli, et dans 1 à 2% des cas, on peut avoir des salmonelles. Donc c'est pourquoi vraiment il faut faire attention et mettre en place ce qu'on appelle des gestes barrières pour éviter tout danger. Ensuite, je passe au compost des toilettes sèches. Et là, je me permets quand même de mettre une alerte rouge, hein, parce que là, on rentre vraiment dans des risques qui sont conséquents. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on a, comme j'ai ici, des toilettes sèches. Hein, moi, j'en ai installé au potager pour faire par moment mes besoins. Donc, je vous ai montré l'urine hein, que j'utilise, mais ça, l'urine, elle est saine. Elle n'est pas sujette à contenir des pathogènes. Mais par contre, ce qu'on appelle crûment le caca, hein, nos fesses, nos déjections, là, il faut vraiment faire attention parce que tout ça peut contenir tout un tas de pathogènes, de bactéries, de larves, d'œufs qui peuvent résister 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et c'est pourquoi vraiment on préconise fortement de laisser nos excréments, nos déjections en compostage pendant 2 ans et même de ne pas forcément l'utiliser au potager par la suite, mais de le mettre au jardin, pour nos plantes, pour nos massifs. Moi c'est ce que je fais ici, autant l'urine je vais l'utiliser au potager, autant le caca, hein, pour reparler crûment, je ne vais pas l'utiliser même après compostage parce que je suis conscient qu'il y a des bactéries, qu'il y a des pathogènes qui sont conséquents et que même après 1 an et demi, 2 ans de compostage, il peut y avoir quand même un petit risque. Là aussi, l'idéal c'est d'avoir un compostage à chaud, mais qu'on a du mal à faire hein, en tant qu'amateur parce qu'il faut des gros tas, il faut une grosse montée en température et c'est très peu le cas dans nos conditions amateurs, non professionnelles. Donc en compostage à froid, il faut au minimum passer par 2 ans de compostage et moi je vous dirais de plutôt l'utiliser en dehors du potager pour vraiment se prémunir de quelconque risque. Et puis enfin, autre source de contamination que je me suis noté et à laquelle là aussi je ne pensais pas, et là aussi moi je suis concerné, c'est par rapport à la récupération d'eau de pluie. Hein. Moi ici j'ai des cuves, je récupère l'eau du toit de ma maison, sauf que, eh bien évidemment, en fait, hein, c'est logique, le toit il peut être souillé, infecté par des excréments de rongeurs. Moi je sais que j'ai des rats, hein. Parfois c'est arrivé qu'ils rentrent dans les combles, ils se baladent le long des gouttières, et il y a les oiseaux, tout ça, ça fait des fientes, des urines, des excréments. L'eau va ruisseler là-dessus, va ruisseler avec les bactéries qui vont s'installer dans la cuve de récupération d'eau de pluie et on se retrouve avec une eau souillée. Donc évidemment surtout ne pas la boire, mais pour l'arrosage aussi faire attention, ne pas forcément aller arroser au pied de cultures qu'on va récolter, qu'on va consommer en cru. Je pense à des tomates qu'on laisse parfois au sol, à des laitues, plusieurs cultures hein, qu'on va manger crues, les fraises aussi. Attention avec une eau donc qui peut parfois être contaminée. N'allez pas bien sûr laver vos légumes aussi avec, vous allez faire ça avec l'eau du robinet. Donc voilà, vous voyez pour ces différentes causes hein, qui mine de rien nous demande en fait d'avoir peut-être un minimum de précaution. Moi c'est en tout cas, vous savez que je parle souvent de nuances dans les pratiques, dans l'équilibre du potager et je me rends compte qu'en fait j'étais un petit peu trop innocent. On va parler des gestes barrières, vous allez voir que je ne suis pas un exemple, que dans les vidéos souvent je vous ai montré des gestes qui ne sont pas un exemple et je trouve donc important d'y revenir. Donc premier geste barrière, ça va être celui tout simplement de se laver les mains, sauf que le tout simplement, eh bien moi autant vous le dire, je ne le fais quasiment jamais pour la bonne raison en fait que pour moi,
le potager, la nature n'est pas sale. Et le sol n'est pas sale, le compost n'est pas sale, la nature n'est pas sale. Et c'est vrai que, par exemple, avant de passer à table, je ne me lave pas les mains. Je ne suis pas un exemple. Je réentends ma femme qui dit « Allez, on se lave les mains, les enfants se lavent les mains. » Et en fait, moi, je suis en position enfant. Il faut qu'on me dise « Allez me laver les mains » pour faire ce geste. Et souvent, quand je mange parfois seul, je ne le fais pas. Mais là, de faire cette vidéo, je conscientise quand même que j'étais un petit peu trop innocent par rapport à tout ça, qu'il peut y avoir quand même un minimum de risque. Et donc, je tiens à vous dire, à vous préconiser tout de même ce geste que je ne fais pas assez. Lavez-vous les mains, de l'eau, du savon, pour vraiment éliminer 80-90% des risques et continuer à jardiner en toute quiétude. Deuxième geste essentiel, ça va être tout simplement celui de laver soigneusement les légumes. Là, c'est une chose que je fais naturellement puisque souvent il y a de la terre, mais je pense parfois aux tomates. Eh bien, je les récolte, paf, je les croque directement du potager. Pour moi, c'est presque existentiel en fait. C'est le bonheur premier du potager, gorgé de soleil, de chaleur, de sucre. On a vu tout à l'heure que quand même le risque est quasi nul s'il n'y a pas d'humidité, si elles ne sont pas croquées par des rongeurs. Donc, je continuerai à le faire. Mais quand je ramène tout ça à la maison, je me dis quand même que rien ne m'empêche de passer un petit coup sous l'eau quand les enfants vont par la suite les manger. Autant vraiment laver l'entièreté de mes récoltes que j'amène à la maison pour là aussi éviter ce risque de contamination par des parasites, par des bactéries, par en fait toute la nature qui entoure notre potager. Autre geste barrière, alors là vraiment je ne suis pas un exemple, c'est celui d'utiliser des gants. Donc je l'ai fait de façon très occasionnelle, je ne sais même plus trop pourquoi d'ailleurs, pour du fumier de volaille, mais sinon, vous le voyez depuis 10 ans sur la chaîne, je ne mets jamais de gants. En plus pour moi, c'est essentiel en fait dans mon approche du potager parce que le potager, c'est l'existence, c'est la vie, c'est le toucher, le goût, l'odorat. Et pour avoir du toucher, pour moi, il faut être en main nue pour ressentir le sol, pour ressentir la vie du sol, pour ressentir les légumes, leur texture, leur structure, enfin pour ressentir la vie tout simplement. Et me demander de mettre des gants, pour moi c'est rentrer dans une logique comme à l'hôpital, d'aseptiser. Et ça rejoint en fait d'ailleurs ce débat, vous savez, où chacun d'entre nous, en fait, on est libre à mettre une échelle de précaution par rapport à une échelle de liberté. Et eh bien, certains vont peut-être prendre aucune précaution, quitte à avoir un petit risque, mais être totalement libre. Mais moi, par rapport en fait à ce passé-là, je me rends compte que j'ai peut-être trop mis le curseur sur trop de liberté. Et par rapport aux gants, je pense en fait que je vais continuer à ne pas en porter pour la majorité de mes gestes. Si j'ai des plaies, peut-être que j'en mettrai, parce que voilà, je sais que parfois le sol est souillé, mais vraiment je pense que je continuerai de ne pas en mettre, sauf dans des situations particulières, comme justement la manipulation du fumier frais, sauf quand j'ai des grosses plaies quand même ouvertes, je pense qu'il faut quand même que je fasse attention. Et c'est un conseil, en tout cas c'est une sensibilisation que je veux vous donner. Parfois mettre des gants, si vous voulez vraiment rentrer dans un contexte de protection optimale par rapport aux petits risques sanitaires que peut apporter le potager. Donc voilà pour le troisième geste barrière. Encore un geste barrière par rapport au compost, celui de protéger entièrement les bacs. Là aussi, c'est un geste que je ne fais pas et je pense que je ne le ferai pas à l'avenir parce que de protéger les bacs à compost, eh bien, on va les protéger de rongeurs qui peuvent aller là-dedans pour faire des excréments, pour uriner. Hein, ils vont trouver à manger dans les composteurs. Et comme ça reste assez humide, à température ambiante, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, ça peut héberger des parasites, des bactéries, des pathogènes. Moi ici, mes composteurs, ils sont très aérés, ils sont très ouverts, je tiens à ce qu'ils soient aérés hein, pour éviter que ça putrifie. Ils sont pas toujours couverts sur le dessus parce que je tiens parfois que ça prenne la pluie. Et je me vois mal là aussi avoir des bunkers plutôt que des composteurs, tout fermé, tout cloisonné. Mais là aussi, donc, sachez que si vous voulez rentrer dans une protection optimale, il faut, dans l'idéal, avoir des composteurs hermétiques, bien équilibrés à l'intérieur. Vous savez, vous apportez des matières sèches, des matières humides, pour que ça soit à la fois oxygéné, humide, que ça se décompose bien. Mais dans l'idéal, il faudrait des composteurs hermétiques, notamment pour que les rongeurs ne puissent pas y aller. Autre geste ensuite barrière, assez radical, celui de tout simplement de ne pas utiliser de fumier frais. C'est ce que font beaucoup de professionnels. D'ailleurs, il y a des lois, il y a des normes hein, où souvent on impose de ne pas utiliser de fumier frais pour les risques qu'on a vus tout à l'heure, mais plutôt d'utiliser du fumier composté. Donc là aussi, je pense que je continuerai à le faire, mais avec des gestes barrières bien précis, d'utiliser des gants, de le mettre en dehors des périodes culturales et de le mettre plusieurs mois en amont de mes cultures pour vraiment éviter tout risque. Hein. Ça me fait rigoler d'ailleurs parce que souvent on entend que le fumier frais, ça peut être un risque pour les cultures, ça peut les brûler, mais en fait pas du tout, parce que si on les apporte en faible épaisseur, le fumier ne fume pas, hein, il n'y a pas de montée en température, mais en fait le risque il est plus conséquent pour nous jardiniers, et c'est pourquoi parfois, souvent même, on va déconseiller l'apport de fumier frais à même sur les cultures.
Et puis enfin, un dernier geste barrière, là aussi je ne suis pas du tout un exemple, hein, c'est une catastrophe, vraiment je me rends compte que je suis bien trop innocent en fait par rapport à ma pratique du potager, ça va être de nettoyer ces outils, notamment je pense au sécateur. Si vous avez une plaie, que vous avez un outil qui est sale, qui est souillé, qui a été contaminé parce qu'on l'a entreposé au sol, parce qu'on a coupé des cultures qui ont été souillées, eh bien on peut se retrouver contaminé, donc dans l'idéal on va nettoyer ne serait-ce qu'à l'eau toutes les semaines son sécateur, on va même utiliser des produits aseptisants, nettoyants, pour vraiment bien les nettoyer tous les 15 jours. Et là, c'est ce que je vais quand même essayer de faire, parce que honnêtement, mes outils, d'ailleurs, c'est pourquoi mon sécateur, souvent, je le renouvelle tous les 2 ans, 3 ans, parce que je ne nettoie pas assez mes outils. Souvent, je les laisse dehors. Je suis assez négligent, en fait, par rapport à ça, parce que je vous répète, pour moi, le potager reste un lieu de plaisir, d'innocence, de liberté, de non aseptiser, en fait. Je vois vraiment le potager comme un auto-équilibre, et ça me dérange de raisonner par une théorie du nettoyage, de tuer, d'aseptiser. C'est ce que j'ai d'ailleurs, ce que je fais pour mes cultures. Je vous le répète, je n'utilise jamais de produits finissant par ide, de pesticides, d'herbicides, de fongicides. Mais pour le jardinier, peut-être voilà, par moment, il faut jouer de quelques exceptions, de quelques gestes barrières. Je vous parle constamment de nuances à trouver et je pense que c'est à chacun de la trouver. Et moi, de faire cette vidéo, d'avoir attrapé ce parasite, d'avoir été malade, ça m'incite à remettre le curseur vers un petit peu plus de précaution. Donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo, pardon. J'imagine qu'elle portera peut-être à débat, qu'elle portera à commentaire. Dites-moi par chez vous comment vous gérez tout ça. Est-ce que vous prenez un petit peu de précaution? Pas du tout. Est-ce que c'est la liberté avant tout? Est-ce que c'est la précaution avant tout? Ce sera un plaisir de vous lire dans les commentaires. Merci pour votre attention, merci d'être passé par ici. Et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!